Pascal Cacot, merci d'être là. On connaît votre association, enfin vos associations, hein, puisque c'est quasiment une multinationale que vous avez développée. En tous les cas, nous on est impressionnés par votre proposition, enfin tout ce que vous offrez à travers le milieu associatif, et je suis vraiment heureux que vous soyez là pour intervenir dans le cadre de cette rencontre. Merci beaucoup. Ça va marcher. Merci beaucoup. Écoutez, les réflexions qui viennent d'être échangées montrent tellement de choses utiles à ce qui nous occupe que je ne peux d'abord que les partager avec vous. Ce que vient de dire Bernard sur cette précarité des systèmes, des choses qui sont mises en place pour lutter contre la précarité, c'est incompréhensible. Je ne sais pas si une question d'isomorphisme ou je ne sais pas, ou si c'est une question de créativité. C'est-à-dire que c'est peut-être dans la précarité des moyens et dans le fait d'arriver quand même qu'il y a quelque chose qui se passe avec les personnes qui sont dans les plus grandes difficultés. Mais enfin, de là à ce que ça fasse naître des réflexions cyniques chez ceux qui doivent soutenir tout cela, je ne fais cette réflexion que parce que nous sommes entre nous. Mais voilà, peut-être que Xavier Manoli pourra donner son avis sur cette affaire-là. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que très clairement, les personnes directement concernées par les questions dont nous parlons sont les meilleurs enseignants. Madame Dumont nous a montré que ce que c'était que le processus de rétablissement, c'est-à-dire à quel moment la décision vient, et toute la question de à quel moment elle vient, c'est-à-dire je peux faire quelque chose, je passe d'une position à une autre, ce que je vais faire va influencer mon parcours, ma vie. Voilà, c'est une vraie question, et c'est important que nous avons monté un enseignement sur le rétablissement en santé mentale, des précarités à l'inclusion sociale, en mettant bien les deux ensemble, et l'inclusion sociale, y compris dans l'entreprise, le travail, pour ne pas séparer, parce que c'est toujours le même homme, quelle que soit sa condition d'existence, et la question de savoir ce qui le met dans ce processus de rétablissement est si fondamentale que le comité pédagogique est construit à moitié par des personnes directement concernées pour qu'elles nous enseignent. Mme Querudo aussi nous a dit combien les textes eux-mêmes sont choquants parce qu'ils sont construits dans le moule des problèmes, et j'étais extrêmement touché par ce que vous avez dit de ce que signifie l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Il y avait hier un événement qu'on fait la première quinzaine de décembre dans l'association d'entraide Vivre, que j'ai le plaisir de diriger, un rendez-vous à vivre, et il y avait Villemorin, Mathieu de Villemorin, qui est le président de Schizo-Oui. Et alors il mettait tout sur le compte de Descartes en disant: Descartes a dit que l'homme était un être de raison, donc nous qui sommes privés de raison, sommes-nous des hommes? Bon. Donc effectivement ça commençait fort cette affaire-là, et on a été traîné par cette question, traîné ça veut dire tiré par cette question pendant tous les échanges qui étaient extrêmement denses. Donc l'association d'entraide Vivre, je vais en dire du bien parce que j'y suis pas pour grand chose, je ne la dirige que depuis 2 ans, est une association qui a été fondée en 1941 par un médecin parisien qui ne supportait pas que les personnes qui avaient des problèmes de santé, tuberculose notamment, ne trouvaient pas d'emploi. Et donc, et c'était pas pour un problème de marché de l'emploi, c'était pour un problème de stigmatisation et peut-être de phase intermédiaire qu'il fallait mettre en place. Et donc, comme personne s'en occupait, il a décidé de s'en occuper avec ses copains. Il a créé un bureau d'entraide et c'est devenu une association reconnue d'utilité publique et tout. Et ça n'est qu'au bout de 20 ans qu'il y a eu des établissements et services, centres de reclassement professionnel, centres de préorientation, enfin, etc. C'est dans le Val-de-Marne, c'est à Paris, c'est dans les Hauts-de-Seine, et il y a chaque année 2300 personnes qui sont accompagnées. Et je dis souvent, on ne gère pas des établissements, on construit des ponts et des routes. Voilà. On construit des ponts et des routes pour des gens qui sont, pour les aider à aller d'un point A à un point B parce qu'ils sont en difficulté. Alors, est-ce que je pourrais faire le lien avec le thème d'aujourd'hui sur l'exercice des droits? J'ai été très content que dans votre introduction, vous parliez de Jonathan Mann, parce que c'est le médecin qui m'a le plus enseigné
par la surprise. Je n'ai malheureusement pas connu, je n'ai connu que ses écrits, mais quand ce médecin de santé publique se dit je suis médecin bon sang de bois, je ne peux pas être juste en train de décrire la santé des populations, de faire des cartographies, de montrer que ça varie et tout, qu'est-ce que je pourrais dire d'utile qui donne envie d'agir? Il a besoin d'un paradigme simple, il a besoin d'un énoncé simple, et quand grâce à l'agence pour le sida de l'OMS, il voit dans ses études que l'épidémie de sida flambe de manière très très différente dans des pays contigus d'Afrique, et que les pays où ça flambe, c'est les pays où les droits ne sont pas respectés. Il a cette idée géniale que ce qui produit de la santé, c'est l'exercice des droits. Si t'es victime de racisme, ça te rend malade. Et moi, quand je lis ça il y a quelques années, je me dis, mais bon sang de bois, c'est extrêmement fort. Parce que lui, il en vient à accuser les médecins, comme vous le savez très bien, de parésie sociale, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement sur la question de ce qui produit de la santé. Et on n'est pas dans la prévention, détection précoce, on est sur ce qui produit de la santé. Alors il dit, ben voilà, c'est l'exercice des droits. Alors moi, je connaissais le droit, je connaissais la santé. Quand je les mettais ensemble, ça faisait le droit de la santé, vous voyez. Et donc, lui, il dit tout à fait autre chose. Donc, j'en ai fait un axe dans mon petit comprenoir, parce que dès qu'il y a trop de choses, je suis paumé. Donc, j'ai fait un axe qui est l'exercice des droits. Et l'autre axe, il en faut deux, c'est le pouvoir d'agir. C'est le pouvoir d'agir, c'est-à-dire que c'est ce qui met en santé, c'est le fait que nous pensons que nous avons une action possible dans ce qui nous arrive, nous avons une intervention possible. Et effectivement, c'est pas mal qu'un axe soit en lien avec l'autre, parce que si le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de tuer l'autre, ça ne fait pas franchement société. Donc, moi, actuellement, dans mon petit comprenoir, ce qui produit de la santé, c'est d'une part l'exercice des droits, d'autre part le pouvoir d'agir. Et donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on travaille ça avec des personnes qui ignorent cette notion de droit, vu tout ce qu'ils ont subi, et deuxièmement, pensent qu'ils n'ont pratiquement aucun pouvoir d'agir. Et donc comment est-ce qu'on fait, sachant que ça n'est que elles qui peuvent nous indiquer comment faire. Alors je peux vous raconter, il y a 15 jours, on a fait une réunion avec les services des Hauts-de-Seine. On avait réuni nos équipes avant pour leur dire mais quelles sont les propositions qu'on a à faire qui sont en lien avec le projet associatif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le projet associatif, c'est une phrase d'une des personnes, des stagiaires du CRP qui l'année dernière nous a dit bon, on est une association de personnes handicapées, il serait quand même grand temps de savoir ce qu'on peut faire pour les valides. Et effectivement, cette question de ce qu'on peut faire pour les valides est la question fondamentale, c'est-à-dire que chaque être humain a besoin et a envie d'apporter au bien commun en tant qu'être humain. Et donc nous sommes guidés par cette phrase-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les valides, sachant que ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de la cité, et donc il n'y a pas de lieu où nous n'ayons pas à être. On cloisonne, social, médico-social, sanitaire, machin, on n'y comprend rien du tout. Les acronymes pleuvent, retenez bien cet aphorisme, les chiens ont des réverbères et les hommes ont des acronymes pour marquer leur territoire. Donc il faut traverser les territoires, il faut aller au-delà de ces acronymes, et alors franchement, on s'en moque, on avance. Donc, on est guidé par cela. Alors, les équipes avaient travaillé sur c'est quoi ce qu'on aurait d'intéressant à discuter. Et puis après, je leur avais dit, on fera une deuxième réunion, et là, ce sera avec un tiers. Un tiers de professionnels, un tiers de personnes accompagnées, associations d'usagers, etc., et un tiers d'élus, d'entreprises, de familles, etc., des gens avec lesquels on travaille. Voilà. Et il s'est passé quelque chose de classique quand on a un peu d'expérience dans cela. C'est qu'à partir du moment où les personnes concernées ont pris la parole et ont dit, ben voilà, voilà. Alors, ils sont emmerdants, à chaque fois ils parlent d'eux, oh, c'est effrayant ces gens-là, ils ne peuvent pas parler de quelqu'un d'autre. Bon, eh ben non, ils parlent d'eux et ils disent, ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et alors maintenant je me demande si, etc. Et là, à ce moment-là, tout le monde se dit, nom d'un chien, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette personne avance dans sa vie ? C'est-à-dire qu'on voit tout le système se mettre au service d'un projet, d'une personne. Je crois me souvenir que c'est notre GR national, Jack Reddit, qui avait dit « le patient est au centre du dispositif ». À l'Assemblée nationale, je crois, ce qui m'avait profondément blessé, parce qu'il fallait que ce soit dit à l'Assemblée nationale que les médecins ne s'occupaient pas des patients. Donc,
cette phrase-là est terrible, est au centre du dispositif. Ça y est, il est cerné, vous vous rendez compte, il ne va pas nous échapper cette fois-là. Non, c'est absolument impossible et c'est indigne de dire les choses comme ça. La question, c'est comment les systèmes se mettent au centre de gravité d'une personne dans son mouvement. Et vous n'avez qu'une seule manière de le faire, c'est de vous mettre à l'écoute de la personne pour qu'elle vous raconte où elle en est. Et que vous appreniez son langage. Il y a tout un machin qui existe qui s'appelle la démocratie sanitaire. Je peux en parler. J'étais président de la conférence de territoire de santé de Paris. Terrible. Pour faire ça, il faut être un killer d'acronymes, justement, pour que les territoires soient traversés. Et bien, c'est absolument effrayant parce qu'on apprend, on enseigne aux usagers, comme on dit, aux associations usagers, à parler notre langue. On fait des formations pour qu'ils apprennent nos mots. Parce que sinon, on ne va pas les écouter, vous comprenez. Et alors, à chaque fois, je suis psychiatre, donc personne n'est parfait, mais je ne peux pas supporter cette idée qu'on n'apprenne pas la langue de l'autre et qu'on soit obligé. C'est totalement fou. La violence du système, vraiment, j'en tremble encore, c'est terrible. Bon, alors on revient à la méthodologie. C'est cette méthodologie qui vous met dans une autre posture, met le système dans une autre posture que la relation client-fournisseur. Parce que on nous a bassinés avec améliorer le process qualité, définissez bien votre produit, et puis comme ça vous allez progresser. Sauf que la démarche qualité, ça n'améliore qu'un système tel qu'il est. On n'a pas inventé l'électricité en essayant de perfectionner la bougie. Donc et Einstein disait on ne peut pas résoudre un problème dans la langue qui l'a fait naître. Donc c'est une autre langue qu'il nous faut inventer. C'est extrêmement enrichissant et je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à nous mettre à l'écoute des personnes concernées. Et heureusement que vous en avez invité, parce que sinon je me serais senti très mal, à essayer de penser les choses de notre côté. Voilà. Je pourrais continuer, mais j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Un immense merci.